L'Amérique a un plan de guerre contre la Chine, et il ne lui faudrait que 2 jours. Peut-être un peu plus si Pékin décide que le calendrier ne lui convient pas, ce qui, historiquement, est souvent le cas. Le point de tension, c'est Taïwan, l'île qui produit les puces électroniques qui font fonctionner votre téléphone, votre voiture et la moitié du matériel militaire de la planète. Si on la perd, l'économie mondiale s'effondre. Les simulations de jeux de guerre estiment que la première offensive coûterait à l'Amérique 2 porte-avions et 500 avions. Ce n'est pas juste une mauvaise journée au bureau, c'est le Vietnam concentré en 3 semaines, avant même toute discussion de paix. Alors, comment un plan qui commence par des pertes catastrophiques peut-il être présenté comme une stratégie gagnante ? Aujourd'hui, nous allons examiner la véritable réponse de l'Amérique à l'invasion de Taïwan par la Chine, et pourquoi cela terrifie Pékin bien plus que n'importe quel groupe aéronaval. Et si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, abonnez-vous avant que le Pentagone ne classe aussi ces infos secret défense. Commençons par le problème. Il y a 30 ans, l'Amérique pouvait envoyer des groupes aéronavals dans le détroit de Taïwan, et forcer la Chine à reculer. Aujourd'hui, ces groupes aéronavals doivent opérer à des centaines de kilomètres au large, sous peine d'être touchés par des missiles et des drones ennemis. Nous avons déjà vu cela lors du conflit de 2026 en Iran. Mais la Chine dispose de milliers de drones et de missiles en plus, capables de frapper plus loin que ceux de l'Iran. La Chine possède également la plus grande flotte navale au monde, avec 405 unités en 2026. Certes, ces navires ne sont pas aussi performants que ceux de la marine américaine, mais des sources militaires comme l'ex-général Jack Keane estiment que la quantité fait la qualité. Plus de navires, c'est plus de puissance de feu. Regardez la liste. La Chine possède 8 destroyers de classe Renhai. Il y a 28 destroyers de classe Lungeng 3. La liste continue. La Chine dispose d'une puissance de feu considérable. C'est pourquoi les sources indépendantes, comme le Centre d'études stratégiques et internationales, ou CSIS, ont réalisé leurs propres simulations de guerre, et les résultats étaient plutôt inquiétants. La bonne nouvelle, c'est que les États-Unis et Taïwan repousseraient l'invasion, à condition d'avoir l'aide du Japon. Mais c'était la seule bonne nouvelle. Les documents du CSIS ont révélé que l'Amérique perdrait 2 porte-avions, entre 10 et 20 grands navires de combat de surface, et entre 200 et 500 avions. Faites le calcul, cela représente près de 3200 militaires. Et ce n'est que la première bataille. Une seule bataille qui représente environ 20% de tous les morts au Vietnam en l'espace de 3 semaines. Et cela ne concerne que la première phase de la guerre. Donc, il n'y a pas d'autre choix. L'armée américaine devrait changer sa stratégie traditionnelle de projection de puissance. Cela commencerait par le déplacement des porte-avions à au moins 1450 km pour éviter le missile DF-21 chinois, également connu sous le nom de tueur de porte-avions. Et il devrait rester là jusqu'à ce que la Chine ait moins de munitions à utiliser. Donc, les porte-avions n'arrêteront pas une invasion de Taïwan. Les avions des porte-avions ne pourraient pas frapper de cibles majeures en Chine et risqueraient même de ne pas atteindre des cibles dans le détroit de Taïwan avant la fin de l'invasion. Mais la situation devient encore plus sombre. Comment les États-Unis remplaceraient-ils leurs pertes ? En 1975, les États-Unis étaient l'un des plus grands constructeurs de navires au monde. 50 ans plus tard, ils représentent moins d'1% de la flotte mondiale. Les États-Unis ne possèdent que 4 chantiers navals militaires, avec 17 cales sèches. La Chine en a au moins 35. Elle dispose également de dizaines de partenaires industriels, capables de produire des navires militaires. Les États-Unis possèdent bien 154 chantiers navals privés, tandis que la Chine en compte 175. Cela peut ne pas sembler être une grande différence, mais en termes de capacité, c'est énorme. La Chine peut construire des navires 232 fois plus rapidement que les États-Unis. La différence de capacité maritime est si frappante que la Chine peut construire 3 navires tout neufs pendant que les États-Unis effectuent la maintenance d'une seule coque. La réponse du Pentagone est que les chiffres bruts ne disent pas tout. Même si la Chine possède plus de navires, la marine américaine conserve un avantage majeur en termes de taille globale et de puissance de feu. Les navires américains, plus grands et performants, sont plus difficiles à couler, ce qui signifie que la Chine pourra perdre bien plus de navires en cas d'affrontement direct. Le problème, c'est que cet avantage diminue depuis des années. Remplacer les navires perdus n'est plus aussi facile qu'avant. Un jeu de guerre récent estime qu'il faudrait 2 ans pour remplacer les navires amphibies perdus et 7 ans et demi pour les sous-marins. Il fallait 15 ans pour remplacer les destroyers perdus, et remplacer seulement 2 porte-avions perdus prenait 30 ans. En d'autres termes, même si les États-Unis gagnaient la guerre, il pourrait leur falloir des décennies pour se remettre de certaines pertes. Et c'est le scénario optimiste. Aujourd'hui, Washington a créé un bureau de la construction navale pour tenter de résoudre le problème. Mais la marine américaine a tout de même annoncé d'importants retards en septembre 2025.
C'est là que les choses deviennent encore plus préoccupantes. Les navires sur lesquels l'Amérique compte pour un futur conflit n'arrivent pas à temps. Des sous-marins de nouvelle génération au tout dernier porte-avions de la marine. Des programmes essentiels prennent du retard. Certains d'1 an, d'autres de 2, voire de 3 ans. Pris individuellement, ces retards ne semblent pas catastrophiques, mais ensemble, ils totalisent un chiffre stupéfiant de 11 années de retard, répartis sur 9 grands programmes de construction navale. Les raisons sont étonnamment banales. Des chaînes d'approvisionnement encore fragiles depuis la pandémie, des pénuries de main-d'œuvre qualifiée et des chantiers navals dépassés. Si une guerre majeure éclatait autour de Taïwan dans les prochaines années, les États-Unis devraient se battre avec la flotte qu'ils possèdent aujourd'hui, et non celle qu'ils prévoient d'avoir demain. Et même les responsables au sein du Pentagone reconnaissent qu'aucun décret présidentiel ne peut effacer comme par magie des années de retard avant qu'une crise potentielle n'arrive. Les navires ne sont pas le seul problème. Le jeu de guerre a aussi montré que le Pentagone pourrait mettre jusqu'à 8 ans à remplacer tous ces avions de chasse perdus, et 12 ans pour les bombardiers. L'armée américaine m'en parle pas autant, mais c'est une réalité sombre. C'est parce que des bases dans la région, comme la base aérienne de Kadena et même Guam, seraient frappées par des missiles chinois. Des centaines d'autres avions seraient détruits, et des milliers de victimes supplémentaires à déplorer avant même les premiers jours du conflit. En d'autres termes, les pertes choquantes issues des simulations de guerre ne représentent peut-être pas le pire scénario. Elles pourraient n'être que le début. Alors, comment un plan aussi imparfait pourrait-il être qualifié de stratégie gagnante ? Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi l'armée américaine vous dirait que l'analyse du CSIS et du Congrès n'est plus à jour. On connaît tous ces dangers depuis longtemps, donc ce n'est pas le vrai plan. Mais si ce n'est pas la marine ou l'armée de l'air qui arrête l'invasion dans le détroit de Taïwan, alors qu'est-ce que c'est ? La vraie stratégie de puissance dure ne dépend pas de porte-avions valant des milliards ou de bases aériennes coûteuses qu'on ne peut pas déplacer. Son nom ? Projet Hellscape. Voici les propos officiels de l'amiral Samuel Paparo, commandant du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, au Washington Post à l'été 2020. Si le projet Hellscape fonctionne comme prévu, toute force d'invasion chinoise devrait traverser un véritable cauchemar. Les 110 miles du détroit de Taïwan seraient entièrement inondés de drones américains et alliés. Cela créerait un immense réseau de surveillance et de frappe, s'étendant des satellites et avions de reconnaissance jusqu'aux navires de guerre et sous-marins. Chaque mouvement pourrait être suivi, chaque cible identifiée et chaque erreur punie. Sur le papier, c'est un concept incroyablement puissant, mais cela reste théorique. Certains des drones les plus avancés, comme le Global Hawk, sont intégrés dans un vaste réseau qui s'étend des avions AWACS jusqu'aux sous-marins, avec une intelligence artificielle qui peut identifier les cibles plus clairement, mais il n'y en a que 33. Et ils sont prévus pour être retirés du service à peu près à la même période que celle que de nombreux analystes considèrent comme la fenêtre de risque la plus élevée pour un conflit à Taïwan. Mais si ces systèmes sont si essentiels, pourquoi s'en débarrasser ? La réponse du Pentagone est que Hellscape n'est pas conçu autour de la technologie d'aujourd'hui. Il est conçu autour de celle de demain. L'armée parie qu'une toute nouvelle génération de drones, moins chers et plus intelligents, arrivera à temps. En d'autres termes, l'un des plans de guerre les plus importants des États-Unis ne dépend pas des armes qu'elle possède déjà, mais de celles qu'elle s'efforce encore de construire. Paparo est resté évasif quant à la nature des nouveaux systèmes sans pilote que le Hellscape mettrait en avant, mais nous avons d'autres sources. En août 2023, la Maison-Blanche a lancé le programme Replicator pour acquérir des dizaines de milliers de systèmes de drones. Le coût s'élève à 500 millions de dollars par an. Les autorités du Pentagone semblent optimistes quant aux résultats obtenus jusqu'à présent. Le général Charles Bradford Cooper II, l'homologue de Paparo au commandement central des États-Unis, a qualifié ce programme d'indispensable. Selon lui, dès le premier jour de la guerre avec l'Iran, un essaim de ces armes a détruit des cibles iraniennes de grande valeur, comme des usines de munitions et des centres de commandement et de contrôle, pour un coût de 50 000 $ l'unité. Cela s'appelle le système d'attaque de combat sans équipage à faible coût, ou LUCAS. Pour ces 50 000 $, l'armée américaine obtient une arme capable de frapper des cibles à une distance de 800 km. À titre de comparaison, un seul moteur de F-35 coûte environ 22,6 millions de $. Faites le calcul, cela fait 452 drones LUCAS pour une seule pièce d'un F-35. Encore mieux, ces armes peuvent être déployées depuis un navire ou même un pick-up, alors que le F-35 ne peut être déployé que depuis un porte-avions ou un aérodrome. Les drones sont plus à même de survivre que les armes traditionnelles américaines. Mais ce n'est pas leur seul avantage face à la Chine. Ces soi-disant drones MUCAS sont des versions améliorées du Shahed iranien,
simplement avec une meilleure capacité de ciblage grâce au système GPS. L'armée américaine indique que les drones, dotés d'un guidage par IA, peuvent opérer de façon autonome, sans lien avec des opérateurs humains. Cela les rend impossibles à brouiller ou même à bloquer si le système GPS tombe en panne. Le vaste réseau de guerre électronique de la Chine et ses missiles antisatellites ne suffiront pas à les contrer. Ce sont les arguments du Pentagone. Il y croit tellement qu'il prévoit d'en fabriquer 340 000 d'ici 2028. Nous savons aussi que la grande muraille de drones s'étendrait sous les vagues, car le Pentagone a beaucoup investi dans la construction de submersibles comme l'Orca, un drone sous-marin autonome. Il est censé être polyvalent et peut s'adapter à différentes missions comme la surveillance, la guerre électronique ou les opérations offensives. Ils peuvent poser des mines, lancer de petits drones, des missiles de croisière ou déposer des torpilles. Celles-ci restent dormantes jusqu'à un ordre, puis peuvent couler des navires. Tout cela pour un prix qui serait soi-disant de 55 millions de dollars par unité. À titre de comparaison, un destroyer de classe Harley-Burke coûte environ 2,7 milliards de dollars chacun. Donc, selon le Pentagone, l'Orca est une bonne affaire. Tout cela semble être un excellent plan, mais les chiffres suggèrent le contraire. 2 ans après le lancement du programme Réplicateur, des sources au Pentagone ont reconnu que seules quelques centaines de drones avaient été livrés. Cela devrait nous amener à nous demander si le département de la Défense peut réellement fabriquer 340 000 drones Lucas en seulement 3 ans. Quant à l'Orca, l'armée américaine vante ses capacités, mais c'est toujours au futur. Elle ne vous dira pas aussi rapidement combien elle en possède réellement. Un seul. Livrée à la fin de 2023, elle en a commandé 5 en 2019, et ils attendent toujours les autres. Et la lenteur du calendrier n'est que le premier des signaux d'alarme pour le projet proposé Hellscape. Avant de poursuivre notre voyage du jour sur la carte, je voudrais remercier le sponsor du jour, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Avant d'aller plus loin, clarifions 2 idées reçues sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant, et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et non destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel, moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée, ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos et faites fructifier votre argent. La Chine possède sa propre flotte massive de drones. Elle a copié tous les drones haut de gamme américains, comme le Global Hawk et le MQ-9 Reaper. Mais c'est pire encore. Puisque la bataille se déroulerait près des côtes chinoises, les Chinois pourraient déployer plus de drones avec une portée moindre dans le détroit de Taïwan. Cela signifie que les drones chinois seraient moins chers et plus nombreux, car la Chine domine la chaîne d'approvisionnement mondiale des drones. La Chine a démontré dès le début de 2026, lorsqu'elle a présenté à la télévision d'État un soldat contrôlant un essaim de 200 drones. Certes, cela pourrait être de la propagande, mais des analyses, y compris celles du service d'information VOA du gouvernement américain, suggèrent que la Chine dispose de plus de 50 types de drones dans sa flotte et de dizaines de milliers d'entre eux à sa disposition. Un autre coup porté à la grande muraille de drones du Pentagone est que la Chine contrôle presque tous les aimants qui sont utilisés dans ces drones, peu importe qui les utilise. Pas d'aimants, pas de drones. Les moteurs ne fonctionneront pas sans eux. Le Pentagone sait que c'est un problème. Donc, à partir du 1er janvier 2027, les sous-traitants de la défense américaine auront l'interdiction d'utiliser des matériaux à base de terres rares provenant de Chine. Mais nous avons déjà vu qu'il faut des années pour restructurer les chaînes d'approvisionnement, et nous n'avons même pas fini avec ce sujet. Cela peut toujours empirer. Mais supposons de meilleurs scénarios.
et que le problème des drones soit résolu à temps. Il resterait tout de même une autre faille. On peut changer une chaîne d'approvisionnement. On ne peut pas nier qu'on en a pour son argent. Les drones sont trop bon marché pour répondre aux attentes des optimistes du Pentagone. Paparo a reconnu que la grande muraille de drones n'était pas faite pour remporter rapidement la guerre, ni même pour la gagner tout court. Il a dit que la partie sans pilote d'Hellscape était là pour gagner du temps. 1 mois, espérons-le. Quelles que soient les qualités de la muraille de drones, c'était un aveu au grand jour que la flotte ne serait pas la voie vers une victoire rapide et facile contre la Chine. Nous avons déjà vu pourquoi espérer un retournement en 1 mois est très optimiste, pour le moins. Même si l'Orca pouvait faire tout ce que la marine souhaite, cela ne suffirait toujours pas à détruire une flotte de la taille de celle de la Chine. L'armée américaine peut essayer de se convaincre que la flotte de drones Replicator est un atout décisif, mais elle aura toujours besoin de ses armes traditionnelles pour infliger les dégâts nécessaires à la machine de guerre chinoise. Les drones Lucas ont une charge utile de 40 livres. À titre de comparaison, un missile anti-navire comme le Harpoon a une charge utile de 500 livres. On ne peut pas y échapper. Il faut des missiles lourds pour détruire une flotte. Mais d'où viennent-ils ? L'endroit le plus évident, c'est sous l'eau. Des sous-marins de la classe Ohio peuvent transporter 154 missiles de croisière Tomahawk avec une portée d'environ 1000 miles. Cachés à des centaines de kilomètres du champ de bataille, ils pourraient lancer des vagues de missiles sur des cibles militaires à travers la Chine, tout en restant extrêmement difficiles à localiser ou à attaquer en retour. Contrairement à certaines hypothèses optimistes de ces plans de guerre, même les critiques s'accordent avec le Pentagone sur ce point. La Chine a fait d'énormes progrès ces dernières années, mais en ce qui concerne la guerre sous-marine, les experts estiment qu'elle reste en retard sur les États-Unis d'environ une génération. Plus important encore, elle ne possède pas l'expérience acquise depuis des décennies par les États-Unis et leurs alliés dans le repérage et la traque des sous-marins. Mais l'armée de l'air affirme qu'elle ne compte pas se laisser dépasser par la marine. Elle affirme que son programme Rapid Dragon est un moyen d'amener des missiles à portée et de repartir en toute sécurité, rapidement, quel que soit l'appareil. L'armée de l'air dispose d'environ 460 avions de transport C-130 et 222 C-17. Ces avions transportent habituellement des troupes, du carburant et du matériel dans le monde entier. Si vous amenez déjà les missiles sur le champ de bataille, pourquoi les décharger sur un bombardier ou un navire de guerre ? Pourquoi ne pas les lancer directement depuis l'avion de transport ? L'armée de l'air peut le faire en installant une palette jetable dans l'avion choisi, puis la fait glisser à l'arrière comme lors d'un largage classique. Les missiles sont tirés depuis la palette pendant sa descente. Le C-130 peut lancer jusqu'à 12 missiles avec 2 palettes. Le C-17 peut en lancer 45 avec 5 palettes. À titre de comparaison, un bombardier B-52 peut lancer un maximum de 20 missiles de croisière, tandis que le B-2 peut en transporter 16. Rapid Dragon, c'est la puissance de feu de 2 destroyers pour un centième du coût. Et l'arme de prédilection ? Le AGM-158, Joint Air to Surface Standoff Missile, le JASSM, qui a une portée de 920 km. Cela suffirait à frapper des cibles en plein cœur de la Chine depuis des avions opérant loin des lignes de front. Chaque missile transporte une ogive pesant près de 450 kg, conçue pour percer les défenses avant de détonner. C'est une menace sérieuse même pour les plus grands navires de la marine chinoise. Le programme Rapid Dragon permet ainsi à l'armée américaine de projeter sa puissance depuis une distance plus sûre de façon ingénieuse. Au lieu de compter sur un petit nombre de bombardiers, il peut potentiellement transformer des avions de transport en lanceurs de missiles. Le Pentagone affirme vouloir saturer le champ de bataille de menaces pour que la Chine peine à les suivre, épuise ses missiles et défenses aériennes et crée ainsi des ouvertures pour des frappes ultérieures. Si l'on en croit le Pentagone, l'armée de l'air et la marine enverraient missile après missile en direction de la Chine, dans un type de sortie qui n'a pas été vu depuis la Seconde Guerre mondiale. 1000 cibles chinoises, comme la station radar de l'île Woody et la piste d'atterrissage sur le récif Subi, partiraient en fumée en 24 heures. Plus loin sur le continent, les cibles incluraient les centres de commandement et de contrôle, les bases avancées, les chantiers navals, les batteries de missiles et, dans le meilleur des cas, les porte-avions chinois, y compris celui qui est encore en construction. Le Pentagone affirmerait savoir précisément où se trouvent ces cibles de grande valeur, ou où elles seront au début de l'invasion. Grâce à des bases comme Pine Gap, en Australie, les réseaux de renseignement américains et alliés sauraient exactement où frapper. Il est clair que les sous-marins et le programme Rapid Dragon peuvent faire ce que Replicator ne peut pas. Il y a juste un hic, que l'armée américaine n'est pas trop pressée de vous révéler. Cette stratégie dépend du fait d'avoir suffisamment de missiles. Alors, que se passe-t-il si les missiles viennent à manquer ?
Le Centre d'études stratégiques et internationales n'a pas seulement examiné les pertes qu'une guerre pour Taïwan entraînerait. Cette étude conjointe avec la Chambre a aussi examiné combien de munitions les États-Unis perdraient lors d'une opération contre la Chine. Les missiles anti-navires à longue portée seraient épuisés en 3 à 7 jours. Et ces missiles JASSM à portée étendue de Rapid Dragon? Au maximum, l'armée de l'air disposerait de 30 jours. Il en va de même pour les Tomahawk à portée étendue, lancés depuis les sous-marins. Plus le matériel est utile, moins on en a réellement à disposition. C'est ce que montrait la simulation réalisée en 2024. À l'époque, les optimistes du Pentagone auraient pu dire qu'une variable essentielle manquait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car nous savons désormais à quoi ressemble un contact avec un ennemi bien armé. Les stocks américains ont déjà été mis à l'épreuve en Iran. Le résultat, les États-Unis ont épuisé 25% de leurs missiles THAAD rien que lors de la campagne Midnight Hammer en juin 2025, ainsi que 20% de leurs missiles RIM 161 SM-3. Puis en 2026, les États du Golfe ont tiré 800 missiles Patriot en seulement 3 jours. À titre de comparaison, seulement 620 d'entre eux ont été fabriqués pendant toute l'année 2025. Ce sont des missiles défensifs, mais la leçon est claire. Même dans une guerre limitée contre un État industriel, le stock de missiles lourds de précision s'épuise rapidement. Il y aurait bien plus de demandes de missiles contre la Chine que contre l'Iran. La Chine compte près de 200 navires de débarquement, un nombre en hausse. Certains navires seraient touchés ou coulés par des missiles à l'approche, mais d'autres survivraient. La Chine pourrait aisément en remplacer plusieurs. Concentrez-vous aussi sur la chaîne d'approvisionnement. Les puces, aimants et technologies des fusées dans les missiles actuels, ainsi que les drones, dépendent des terres rares venues de Chine. De même décrets concernant les terres rares s'appliquent ici, mais maintenant nous devons parler de la réalité préoccupante. Les États-Unis disposent de nombreux matériaux de terres rares, mais encore plus de bureaucratie. Des sources confirment qu'il faut entre 7 et 10 ans, rien que pour passer par le processus d'autorisation. Entre cela, attirer les investisseurs et obtenir l'équipement, le temps moyen pour ouvrir une nouvelle mine aux États-Unis est de 29 ans. Nous pouvons seulement conclure que l'ordre du Pentagone sur les terres rares chinoises est arrivé trop tard. Une fois les missiles épuisés, l'armée américaine devra se débrouiller et se démener pour les remplacer. Le niveau des stocks de munitions est un risque bien connu. Le Pentagone est prêt à répondre à des questions à ce sujet. Il n'est pas aussi prêt à parler de vol Typhoon. Mais la guerre ne se limiterait pas au Pacifique. Des responsables du renseignement américain estiment que certaines parties auraient déjà atteint le sol américain. Début 2024, une coalition d'agences américaines de renseignement et de sécurité a averti qu'un groupe de pirates informatiques liés à l'État chinois, connu sous le nom de Volt Typhoon, avait discrètement obtenu un accès à des infrastructures américaines critiques. Le but n'était pas forcément de causer des dégâts immédiatement. Il s'agissait de se positionner à l'intérieur des systèmes clés avant même qu'une crise ne commence. Nous avons déjà vu des groupes comme celui-ci à l'œuvre auparavant. Un groupe parrainé par un État avait déjà volé des téraoctets de données, rien que sur le F-35. Si des hackers soutenus par des États peuvent infiltrer le Pentagone et les programmes d'armes secrets américains, qu'est-ce qui les empêcherait d'infiltrer des infrastructures civiles critiques ? Pas grand-chose. La communauté du renseignement américaine affirme déjà que Volt Typhoon a réussi. Selon ses propres termes, les systèmes informatiques de plusieurs organisations d'infrastructures critiques, principalement dans les secteurs des communications, de l'énergie, des systèmes de transport, ainsi que de l'eau et de l'assainissement, ont déjà été compromis. Et nous avons d'autres sources qui disent la même chose. Microsoft pense que l'étendue des opérations de Volt Typhoon inclut les États-Unis continentaux et des territoires d'outre-mer comme Guam, où se trouve la plus grande base américaine dans le Pacifique. Microsoft a également ajouté que les secteurs de la fabrication et du transport ont fait partie des cibles. Ce n'est pas un hasard. Il est difficile de fabriquer de nouveaux navires, avions et missiles lorsque les systèmes électriques sont coupés. Ainsi, la guerre pourrait être perdue dans l'Ohio avant même qu'un seul drone ne soit lancé. Regardez attentivement et vous verrez que chaque pilier du soi-disant plan militaire américain est en train de s'effondrer simultanément. Mais il y a un problème plus profond, que le Pentagone est moins enclin à disputer. Les analystes militaires l'appellent le risque du fait accompli. Le scénario se déroule ainsi. La Chine agit rapidement. En quelques heures, une attaque coordonnée contre les défenses de Taïwan est suivie de débarquements amphibies sur la plaine côtière ouest. Et si la Chine peut la tenir pendant 72 heures, cela change complètement la donne. Les simulations de jeux de guerre supposent que l'Amérique réagira, et cette hypothèse porte à elle seule une grande partie du raisonnement. Le Pentagone essaie de résoudre ce problème depuis une décennie. Pas comment gagner une guerre contre la Chine, mais comment avoir une présence avant que la guerre ne commence. De cette façon, la fenêtre du fait accompli ne s'ouvre jamais.
Tout ce qui suit est la réponse à ce problème précis. Si les navires et les drones sont retardés, que les missiles s'épuisent et que le réseau est déjà compromis, comment gagnez-vous? Rien de tout cela n'est réellement un plan pour gagner une guerre. Alors à quoi sert ce soi-disant plan? C'est du théâtre. Un théâtre coûteux, précisément calculé, proche du nucléaire. Et le public, c'est Pékin. Le véritable plan n'a jamais été de gagner facilement. Nous pouvons citer une source appréciée par les Chinois pour voir ce que pense vraiment le Pentagone. Sun Tzu dit que la véritable excellence consiste à soumettre l'ennemi sans combattre. Voilà le véritable plan. Le Pentagone dirait que jusqu'à présent, nous nous sommes trop concentrés sur la marine et l'armée de l'air, et pas assez sur les Marines. En avril 2024, les Marines américains ont débarqué sur l'île de Mavlust, aux Philippines, à moins de 100 miles de Taïwan. Ils n'ont pas fait dans la discrétion. Ils ont amené des batteries de missiles anti-navires, des navires de guerre amphibies légers et des capteurs pouvant déclencher des frappes à des centaines de kilomètres. Puis, après quelques jours, ils ont remballé leur matériel et sont partis. La Chine a remarqué, et c'était exactement le but. L'unité était un régiment littoral de Marines. Ils sont assez petits pour se déplacer rapidement, mais suffisamment armés pour gâcher la journée de quelqu'un. Leur objectif principal est de se déplacer d'une île périphérique à l'autre de la première chaîne d'îles. Mabulust, aux Philippines, Yonaguni, à l'extrémité de la chaîne des Ryukyu, au Japon, frappant les formations chinoises depuis le nord et le sud simultanément. Ils n'attendent pas la première salve de missiles. Ils se dispersent, ils se déplacent. Il est coûteux de les ignorer et difficile de les trouver. Et pour une armée qui a passé des décennies à planifier la destruction des bases américaines fixes, c'est un problème. Le Pentagone rend ces exercices publics intentionnellement. Le message adressé à Pékin, c'est que nous sommes déjà là. Nous connaissons le terrain et nous reviendrons. Mais la Chine ne va pas avoir peur de quelques régiments de marine sur de petites îles. L'armée de l'air indique avoir trouvé une solution. Si les bases aériennes sont fixes, les avions restent mobiles, contrairement aux bases aériennes. C'est pourquoi elle a développé le concept d'emploi agile au combat. Ce plan a été présenté au Congrès en juin 2024. La vision de l'armée de l'air consiste à répartir ces avions sur de nombreux petits sites, au lieu de les concentrer dans de grandes bases. Ce seraient des endroits de fortune, avec juste assez de pièces pour être opérationnels. Les troupes iraient et viendraient rapidement. Le ravitaillement serait rapide. Le commandement et le contrôle passeraient à des réseaux assez petits pour se cacher sous des filets, opérant en visibilité directe. Ce n'est pas qu'une simple théorie. Les sources et images satellites sont claires. Les plans sont en cours. Regardez les bases américaines aux Philippines, dans le cadre de l'accord de coopération renforcée en défense. Il y en a 9 tout le long des îles Philippines, et le Pentagone dirait que son message est clair. Les sites du sud, tels que la base aérienne Antonio Batista, étant plus loin du continent chinois, subiront moins de dégâts lors d'un barrage de missiles. Mais tout ce qui survivra là-bas pourra infliger des dégâts bien pires aux forces d'invasion. Pendant ce temps, les sites du nord, comme la base navale Camillo Osias, subiraient beaucoup plus de dégâts, mais ils sont bien situés. Les hauts gradés à Pékin sauraient que si ces bases tombent, elles emporteraient avec elles de nombreux soldats et équipements chinois. Ils sauraient aussi que le déploiement agile des forces s'étend bien au-delà des Philippines. Des îles reculées du Pacifique comme Tinian, dans les Mariannes du Nord, jusqu'à l'équipement d'aéroports civils sur l'île de Yap, dans les États fédérés de Micronésie. Le schéma est clair. Les images et les traces financières montrent que les États-Unis déploient de grands efforts pour s'assurer de ne pas être éliminés dès les premiers rounds. Et la Chine le sait. L'armée américaine fait également savoir au Pentagone qu'elle a des alliés. Pas seulement des alliés passifs qui autorisent l'armée américaine à utiliser leur territoire, mais des alliés actifs, prêts à se joindre au combat. Le jeu de guerre du CSIS n'incluait pas seulement des missiles américains. Taïwan possède aussi ses propres missiles anti-navires. Ces missiles seraient épuisés en une semaine, mais cela ajoute des centaines de missiles. Cependant, la première ligne de dissuasion de Taïwan n'est pas les intercepteurs, mais la géographie. Sur une carte, cela paraît une île accessible de plusieurs côtés, mais en réalité, la plupart du littoral ne convient pas à un grand débarquement. Taïwan possède environ 1400 km de côte, mais une grande partie est constituée de falaises, de rochers ou de zones urbanisées. Il n'y a qu'une poignée de plages où une force importante pourrait réellement débarquer. Et même si l'on imagine franchir cette première étape, le terrain complique les choses. Le côté ouest de l'île est l'endroit idéal pour toute invasion. C'est la partie qui fait face à la Chine continentale, et c'est aussi là que se trouvent la plupart des zones planes. Mais le mot plat n'est pas anodin ici. La plaine côtière est étroite, coincée entre l'océan et les montagnes escarpées qui traversent le centre de l'île. Si une force débarquait, elle ne trouverait pas un espace ouvert pour se déployer. Elle rencontrerait aussitôt des villes, des routes et un terrain canalisant naturellement les déplacements vers des points d'étranglement.
C'est important car cela change la nature des combats qui suivent. Au lieu d'un front large, on obtient quelque chose de beaucoup plus resserré et difficile à manœuvrer. Taïwan a également amélioré progressivement sa force aérienne, en particulier sa flotte de F-16. En 2024, Taïwan avait constitué l'une des plus grandes flottes de F-16 d'Asie, et cela constitue un élément central de sa stratégie pour tenter de dominer le ciel en cas de conflit. Cette phase initiale est très importante. Contester la supériorité aérienne complique tout pour l'ennemi au sol. Mais le changement le plus important concerne peut-être moins l'équipement que les personnes. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Taïwan a prolongé son service militaire obligatoire de 4 mois à 1 an. Cela signifie que plus de personnes reçoivent une véritable formation, et qu'une plus grande partie de la population est préparée à la possibilité d'un conflit plus long. Cela indique également un changement de mentalité, une évolution de l'identité nationale. L'idée est de ne pas seulement compter sur l'aide extérieure en cas de problème, mais de pouvoir assurer sa défense par ses propres moyens plus longtemps qu'avant. Rien de tout cela ne garantit quoi que ce soit. Mais cela signifie qu'une invasion chinoise devra faire face à un endroit bien plus difficile que ce que montre la carte. Cependant, Taïwan n'est pas seul. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon construit une armée capable de mener des opérations offensives. Le Japon devait consacrer 2% de son PIB à la défense d'ici 2027. La nouvelle première ministre, Sanae Takaichi, a déclaré que ce n'était pas assez rapide. Ainsi, les dépenses de défense ont augmenté pour atteindre 1,9% en 2026. Le Japon acquiert ses propres missiles de croisière Tomahawk à longue portée, des missiles lancés depuis les airs capables d'atteindre des cibles à plus de 300 miles. Il existe même de nouveaux missiles hypersoniques anti-navires produits localement, capables de frapper un navire à une distance de 600 miles. Selon des sources japonaises, ils sont déjà déployés. Les Philippines ont également accumulé des missiles, comme les systèmes HIMARS, capables de lancer le missile de frappe de précision terrestre avec une portée allant jusqu'à 310 miles. La Chine sait, grâce à l'expérience des Russes, à quel point ces systèmes peuvent être dangereux. Et contrairement à ce qui se passe en Ukraine, ces systèmes HIMARS ont été conçus pour frapper des navires. Le jeu de guerre n'a pas pris cela en compte. Les stocks de missiles américains s'épuiseraient en quelques semaines, mais cela ne concerne que les États-Unis. Grâce au Japon et aux Philippines, des centaines de plus seraient disponibles. S'épuiserait-il vite ? Oui, mais il causerait aussi plus de dégâts aux forces chinoises. Il y a une dernière partie du plan, celle qui rassemble tous ces éléments. Certains de ces missiles seraient lancés depuis les points d'étranglement les plus stratégiques du monde. Le projet Hellscape serait combiné à un blocus des routes maritimes vitales pour l'économie chinoise. Le détroit de Malacca reste l'endroit par lequel la Chine importe 70% de son énergie. Plus près de chez elle, le commerce chinois serait étouffé, alors que les détroits de Luçon et de Miyako seraient eux aussi coupés. Les entreprises comme Lloyd's annonceraient qu'elles n'assureront aucun navire transitant par des eaux contestées. Puisqu'il s'agit de toutes les eaux longeant les côtes chinoises, sa vaste flotte commerciale deviendrait un véritable fardeau. Xi Jinping pourrait observer depuis son centre de commandement à Shanghai, alors que les pertes humaines s'accumulent et que la bourse s'effondre. Mais Xi ne se contente pas de regarder l'économie chinoise s'effondrer. Il sait déjà ce qui arrive au reste du monde lorsque Taïwan se retrouve paralysé. Et tout le monde le sait aussi. TSMC s'arrête. La chaîne d'approvisionnement d'Apple s'interrompt. Les lignes de production de Ford sont à l'arrêt. Des pénuries d'équipements hospitaliers commencent à apparaître dans des pays qui n'ont jamais tiré un seul coup de feu. Le monde fonctionne grâce à des puces qui proviennent d'une seule île. Xi ne met pas seulement Taïwan en jeu, et il le sait. C'est précisément pourquoi ceux qui essaient de l'arrêter parient qu'il cédera le premier. S'il ne le fait pas, il romprait la promesse la plus fondamentale du Parti communiste chinois. Offrir à son peuple la croissance économique et la stabilité sociale en échange d'un régime autoritaire. A-t-il le courage d'appuyer sur la gâchette ? Si le pire devait arriver, ces drones réplicateurs et ces missiles faciles à lancer ne pourront pas arrêter net une invasion de Taïwan. Mais il suffirait à infliger à l'armée chinoise des pertes qu'elle n'a pas connues depuis au moins la guerre de Corée. Il suffirait à plonger l'économie chinoise dans le plus grand chaos qu'elle ait connu depuis Mao. Xi comprendrait. Il saurait que les États-Unis et leurs alliés peuvent encore se battre, même blessés. Le Pentagone affirme que la victoire ne sera facile ni pour l'Amérique, ni pour la Chine. Voilà le véritable plan du Pentagone. Être le gagnant dans un face-à-face à haut risque, où le premier qui cède a perdu. Les Essonne drones, les sous-marins, les missiles Rapid Dragon, les brigades de marines sur des îles isolées. Rien de tout cela n'est conçu pour gagner. C'est conçu pour rendre le déclenchement impossible. L'armée la plus coûteuse de l'histoire a élaboré un plan dont le seul but est de ne jamais avoir à l'utiliser. On peut au moins dire que c'est un plan,
contrairement à l'idée d'une victoire écrasante en 48 heures contre un adversaire de même niveau comme la Chine. C'est confondre ses désirs avec la réalité. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir d'autres. Cela fait vraiment la différence. Merci encore, et on se retrouve la prochaine fois sur MapPack.